3 ans quand ces personnes seront par exemple à des postes de responsabilité. Vous avez raison, en fait, il y a un contexte idéologique qui explique aujourd'hui en partie l'antisémitisme et la montée dans l'antisémitisme. Ce constat idéologique, ce contexte idéologique s'incarne par deux choses. Un déni de réalité, c'est-à-dire que, vous l'avez rappelé dans les chiffres, aujourd'hui, la communauté juive de France fait face à un tsunami d'actes antisémites. C'est plus de 3000 actes antisémites depuis le 7 octobre, ça fait une augmentation de plus de 300% par an. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est en plus à 67% dirigé contre des personnes. Donc, dans l'échelle des violences, les violences les plus hautes. Donc, premier point, une partie de la gauche dans l'université, etc., refuse cette idée qu'aujourd'hui l'antisémitisme progresse dans notre société parce qu'ils considèrent que ça fait le jeu, justement, ça ne fait pas le jeu de ceux qui luttent contre les autres formes de racisme. Premier point. Deuxième point aussi, et c'est ça peut-être qui est l'un des choses les plus marquantes, c'est que vous avez dans notre pays des gens qui, doivent se cacher, comme l'a dit Amaury, mais surtout qui refusent de voir, qui doivent être aujourd'hui quittés, qui sont amenés à quitter le pays dans lequel ils ont grandi. À s'effacer. Justement par rapport à un recul de l'État. Et ce recul de l'État, il s'illustre, et d'ailleurs le président de la République l'avait dit lui-même, par une faille en tout cas à minima, au niveau judiciaire. Parce que sur les plus de 3000 actes antisémites qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, il n'y a eu que moins de 300 enquêtes judiciaires ouvertes, donc qui n'ont pas donné lieu toutes à des condamnations. Donc on a un taux de condamnation extrêement faible. Et parce quand que on parfois va au bout, c'est en plus difficile. La circonstance aggravante de l'antisémitisme, et en plus, pas toujours exactement, la loi ne reconnaît pas toujours cette notion de circonstance aggravante. Et donc vous avez là aujourd'hui une forme de deux poids deux mesures, c'est que l'État annonce en termes de communication l'idée de lutter contre l'antisémitisme, mais ne s'en donne pas les moyens, en tout cas d'un point de vue judiciaire, pour pouvoir juste mettre fin à l'impunité. Or, c'est l'impunité aujourd'hui qui menace la communauté juive. Et c'est un sujet dont on parlera à partir de 20h dans l'heure des Pros 2 avec Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est un calvaire chaque jour qui passe. Insoutenable. En plus du deuil qui évidemment est très dur également. C'est une forme de double peine. Oui. En fait. Vous avez la peine que vous avez prise, et d'ailleurs, c'est ce que dit la famille. En fait, elle dit Enzo a reçu une peine de mort. Et nous, on a reçu une peine, elle le dit, je vais la citer, nous, ses parents, nous purgeons une peine à perpétuité. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et aujourd'hui, on a un système judiciaire qui, malheureusement, pense davantage aux droits des criminels et des délinquants plutôt qu'à la protection des victimes. Et ça s'illustre au plus haut sommet de l'État, quand même, il faut le rappeler. On a eu M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui, lors de son premier déplacement en tant que garde des Sceaux, a indiqué qu'il voulait être le ministre des détenus. Mais on aurait préféré qu'il soit le ministre des victimes. Bien en sûr. fait, quand vous prononcez cette phrase-là, ça dit tout en fait de la doctrine judiciaire et de la doctrine pénale que vous voulez mettre en place. Ça veut dire que vous considérez que l'état de droit, c'est davantage protéger les droits des criminels plutôt que de votre point de vue. Alors que ce n'est pas ça l'état de droit. Et Arnaud l'a rappelé. L'état de droit, c'est justement on délègue notre sécurité à l'État en contrepartie de l'impôt. Or aujourd'hui, on paye de plus en plus d'impôts et on a moins de sécurité. Et ça, c'est ça et la justice ne fonctionne pas. C'est un véritable sujet et c'est probablement, je pense, quand on suit un peu les baromètres d'opinion et quand on suit un peu les mouvements d'opinion dans la société et les sondages, c'est peut-être le sujet qui fera l'élection présidentielle en 2027. C'est qu'aujourd'hui, et Arnaud l'a rappelé encore une fois, c'est qu'on a un État qui est fort avec les faibles et faible contre les forts, et on veut que l'État nous protège, parce qu'aujourd'hui, le consentement à l'impôt, c'est de dire on est effectivement le pays qui est le plus imposé, on est le contribuable le plus imposé des pays de l'OCDE, eh bien, où est notre argent ou pas notre argent s'il ne va pas dans les questions essentielles que sont la justice et la sécurité. Avant de vous redonner la parole et de voir une autre citation de la maman portable qui meurt pour des histoires de cœur, on se rend compte, on est en France en 2026 et on en est toujours là. Et on en est encore plus là d'ailleurs. Et c'est très intéressant ce qu'a dit Arnaud, parce qu'en fait, on dit la gauche, la gauche, la gauche, mais en fait, ce n'est pas que la gauche. C'est toute une doctrine et c'est toute une idéologie qui va au-delà même de la gauche. Après, on peut dire que cette idéologie-là s'est imposée à l'issue de mai 68, puis 1981, et que la droite n'est jamais revenue dessus, etc. Mais ça va au-delà, en fait, de la gauche. C'est que pendant très longtemps, déjà, premièrement, et Anne l'a un peu dit, en fait, pendant très longtemps, on a opposé des statistiques et des sociologues, des gens très capés. On dit, mais en fait, dès lors que vous parliez, que les personnes qui ont été précurseurs sur ces sujets-là, vous parliez sans chiffres, sans statistiques, parce que effectivement, les statistiques allaient vers un recul des homicides, etc., etc. Or, aujourd'hui, toutes les statistiques montrent l'inverse.
l'inverse. Si vous prenez juste une statistique de 2017, le nombre de tentatives d'homicide, ça pourrait être aussi le cas sur les homicides, mais le nombre de tentatives d'homicide a doublé depuis 2017. On est passé de 2700 environ tentatives d'homicide en 2017 à aujourd'hui 4500. Donc on a quasiment doublé sur cette statistique. Et effectivement, ça invisibilise les victimes, les statistiques, mais au moins, ça rappelle quand même une tendance de fond et une dynamique qui est l'ensauvagement de la société. Et maintenant que les statistiques ne conviennent plus à cette forme de camp du bien ou du camp de la raison, maintenant, la seule option qui leur reste, c'est de brandir la carte de l'extrême droite, de la fachosphère. C'est-à-dire que vous diabolisez le messager puisque vous n'êtes plus en capacité de répondre sur le fond du message. Et c'est peut-être ça qui est le plus choquant et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans ce que dénonce la famille d'Enzo, puisqu'en fait, dès lors que vous mettez le doigt sur ce type de sujet-là, et bien maintenant, comme on n'est plus capable, comme le camp du bien n'est plus capable de vous opposer des statistiques ou un autre message, eh bien alors il vous fascise ou diabolise. Et c'est peut-être ce sujet-là qui est le plus marquant dans l'interview. Pour terminer sur cette partie, je vous rappelle donc la tribune dans le journal du dimanche et puis la famille d'Enzo qui a aussi douter quand même. C'est là où on voit une forme d'absurdité, c'est qu'en fait l'exécutif de gauche à Paris veut surtaxer des logements vacants sans se poser la question de pourquoi ces logements sont vacants. Peut-être que c'est parce qu'il y a une politique qui est menée sur la question du logement depuis 25 ans dans la ville de Paris, qui crée du logement vacant. Peut-être que l'encadrement des loyers, ça crée du logement vacant parce que ça désincite les propriétaires à mettre sur leur marché, leur logement, sur le marché. Peut-être que l'augmentation de la taxe foncière, ça a été largement débattu lors de la campagne des municipales. Peut-être que l'augmentation de la taxe foncière de plus 60%, je crois, de mémoire menée par Anne Hidalgo sur la dernière mandature, peut-être que ça crée du logement vacant. Peut-être que toutes les normes que la ville peut imposer ou les taxes que la ville peut imposer aux propriétaires, ça crée du logement vacant. Donc à un moment donné, comment aujourd'hui ces gens-là peuvent arriver avec le même remède qui n'a pas fonctionné vraisemblablement, puisque sinon ils ne proposeraient pas un plan contre les logements vacants. Exactement. Vous voyez bien que là, du coup, c'était absolument absurde. D'autant plus que, et vous l'avez rappelé dans votre reportage, ce que l'on apprend, moi je l'apprends en écoutant le reportage, c'est que peut-être que le parc de logements le plus vacant de Paris, c'est le parc de logements sociaux. Oui. C'est ça qui est un peu absurde. Oui, un petit peu absurde. Et puis surtout, une logique qu'on voit tout le temps, Anne Coffinier, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, comme le disait Mathieu, si globalement, il n'y a peut-être pas une politique plus incitative à mettre en place dans Paris. D'un côté, ceux qui veulent évidemment défendre leurs compatriotes juifs et ceux qui vont menacer, agresser cette communauté au quotidien. Encore récemment, notre service police-justice nous dit qu'il y a eu une agression antisémite. Je vais retrouver tout de suite l'information, je vous la donnerai dans un instant, mais on voit que c'est vraiment quotidien. En effet, ce que dit Arnaud Klarsfeld, et c'est là où il y a peut-être une différence avec la situation des années 40, comme l'a rappelé en fait Arnaud tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, hier, on va dire que le clivage était entre la société et l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État qui mène une politique antisémite en France, fort heureusement. Mais pour autant, ce qu'il est possible de dire, c'est qu'on a dans notre pays des sociétés qui sont différentes sur la question et qui ont une perméabilité différente vis-à-vis de la lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'en fait, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant à voir dans ces commémorations, c'est qu'on peut tracer un trait d'union entre le négationnisme que l'on voit à l'école de plus en plus. Une partie de la jeunesse nie l'existence de la Shoah et c'est pour ça qu'il faut rappeler avec force à l'école et ailleurs que l'histoire, la réalité historique. Ensuite avec l'antisionisme, parce qu'aujourd'hui, au négationnisme, c'est greffé, ou l'antisionisme ou le négationnisme se greffe à l'antisionisme. Ça, c'est un deuxième point. Et aujourd'hui, on a des politiques, des leaders politiques, des tribuns d'ailleurs, qui se proclament antisionistes. C'est le terme utilisé par Serge Klarsfeld. Et ensuite, l'antisémitisme. Il y a un trait d'union entre ces trois composantes-là d'un point de vue idéologique et matriciel. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, ça a été déjà dit par le sociologue Ben Soussan en 2002, dans les territoires perdus de la République, l'antisémitisme, aujourd'hui, il prospère autant, voire plus, à l'extrême gauche et dans certains quartiers en raison de l'islamisme, qu'à l'extrême droite, qui est l'antisémitisme classique, historique d'Europe. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. C'est une information de Célia Barra. La question, effectivement, c'est le poids de la gauche dans les différentes élections versus le poids qu'elle a dans un certain nombre d'institutions, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, institutions ô combien stratégiques où ils arrivent
à verrouiller finalement un peu tout et à maintenir un certain pouvoir qu'ils n'arrivent plus à récupérer par les urnes. En effet, on voit aujourd'hui une dissymétrie entre le poids électoral de la gauche et sa capacité à truster les plus hauts postes de la République, puisque le Parti socialiste en 2017, c'est 6% à l'élection présidentielle, et le Parti socialiste en 2022, c'est 1,75% à la présidentielle avec Anne Hidalgo. Et pour autant, ils se retrouvent à la tête de nombre d'institutions clés. Ils sont assez majoritairement représentés au Conseil constitutionnel. Ils ont effectivement maintenant le Conseil d'État, l'Arcom, etc., etc. Donc un certain nombre d'agences ou de grandes cours suprêmes de la République. Or, il faut rappeler, et notamment le Conseil d'État produit un certain nombre de jurisprudences qui, parfois, ne permettent pas aux législateurs et aux parlementaires de pouvoir mettre en place des mesures. Gérald Darmanin, par exemple, a proposé beaucoup de choses sur les questions de la justice ou même sur les questions de sécurité et de l'Intérieur, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ou même sur les questions migratoires, qui sont ensuite après retoquées par le Conseil constitutionnel ou parfois qui ne peuvent pas être appliquées, mises en application par aujourd'hui les décisions jurisprudentielles issues des cours suprêmes. C'est quelque chose qui aujourd'hui est un des enjeux aussi de 2027. Ça va être est-ce qu'on est parce qu'on dit souvent on fait beaucoup de lois, on n'arrive pas à les appliquer, etc. L'un des gros blocage, facteur de verrou à la mise en œuvre des lois, c'est l'appareil juridique de notre pays. Et il faudra à un moment donné se poser la question de comment déverrouiller cela si l'on veut mettre en place un certain nombre de mesures. J'ai parlé de Gérald Darmanin, j'aurais pu parler aussi de Gabriel Attal sur sa proposition de loi sur la justice des mineurs. Avec Amaury Bruno, toutes les excuses pour surtout continuer de dire que les agriculteurs sont des méchants pollueurs et qu'évidemment, il ne faut pas les aider. En effet, le mal est très profond. Le mal est très profond et c'est d'ailleurs pour ça que pour beaucoup de Français, 90% d'ailleurs selon un sondage IFOP d'octobre 2025, 90% des Français considèrent que le pays est en déclin. Et surtout, c'est que près de 40% des Français considèrent que le déclin est irrémédiable. Ça se veut dire qu'en fait, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Amaury très justement, on peut élire n'importe qui, entre guillemets, les choses ne changeront pas. Et ça vaut pour les questions de sécurité, sur les questions de justice, etc. Mais ça vaut aussi sur les questions agricoles. Puisque vous avez aujourd'hui, et nous on avait sorti un rapport il y a quelques mois dessus, une crise des agriculteurs qui en réalité couvait depuis des années. Oui. Ça fait depuis au moins 1992 qu'il y a une crise des agriculteurs en France, depuis la réforme de la PAC, la réforme McCharry. Mais pour autant, en janvier 2024, crise des agriculteurs. Les Français soutiennent et plébiscitent le mouvement agricole, 90%, 88%, ça dépendait des sondages. Et pour autant, on est donc plus de 2 ans après cette crise des agriculteurs. Quelles ont été les avancées concrètes sur le terrain auprès des agriculteurs, tant sur la dignité du revenu que sur la capacité à produire plus malgré les normes, que sur l'harmonisation en termes normatifs par rapport au cadre européen qui est déjà très, très, très lourd, en termes aussi de compétitivité à l'export, ou même de compétitivité à l'import, quasiment rien n'a été fait pour améliorer le sort des agriculteurs. Et ça jette un discrédit quand même assez important sur une partie de la classe politique. C'est également un système en règle générale qui n'arrive pas à produire des réponses claires, efficaces à des mots qui sont pour le coup très profonds et très identifiés par les Français. Arnaud, je voyais réagir. Non, mais j'entends Mme Genevard qui dit la gauche. Tout à l'heure, et c'est vrai aux fêtes de Bayonne, comme c'est vrai d'ailleurs chaque fois qu'ils font ce genre d'initiative, pour montrer qu'il y a ceux qui soutiendraient le peuple palestinien si tant est qu'en arborant un kéfi rouge, on change vraiment la donne, et ceux qui ne le feront pas. C'est aussi cette volonté-là de se dire, il y a ceux qui sont dans le bon combat, et il y a les autres. Le camp du bien contre les autres. Et le camp du mal. Voilà. En fait, c'est ça, le sujet palestinien, en fait, est devenu un peu une incarnation d'une forme du camp du bien, alors qu'effectivement, il y a énormément d'autres causes à l'international qui sont tout autant préoccupantes, voire même parfois plus préoccupantes. Amaury en a rappelé, les Ouïghours, les Rohingyas, au Congo aussi également, au nord-est du Kivu, par exemple, au Soudan. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, on voit bien que sur une partie de la gauche, il y a eu cette volonté de pouvoir vraiment utiliser ce combat de la Palestine et de Gaza pour justement, on va dire, se donner une caution morale, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, elle a déserté un certain nombre de combats sociaux, un certain nombre de combats même internationaux, parce qu'il faut aussi avoir à l'esprit que la gauche porte une culpabilité morale sur un certain nombre de crimes qui ont été faits par des régimes communistes, notamment. On va terminer cette